que quand vous commandez un Uber et que c'est une femme qui conduit, vous êtes en mode ah ouais? On a relevé sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait j'ai pris un Uber sur Bolt. Et donc dans 2 ans, tu peux lancer un spectacle d'humour et être en concurrence avec moi. A priori, c'était pas un humain qui conduit. C'est pire. Ouais. Que ce truc puisse décoller en fait du haut d'un immeuble, se déplacer, Ouais, sur un atterrir sur le toit d'un autre. C'est pas un hélicoptère. Ouais, c'est J'avais- très bien d'avoir 40 ans. Oui, non, c'est très bien, c'est génial, 40 ans. C'est beau ce jeune, tu peux le Ah le bâtard. Hello à tous, c'est John de Maillot. On est sur le podcast Ovation et je suis avec Karim Saba. Comment ça va, Karim? Super. Alors, on ne te présente plus, c'est la 3e émission où tu veux te présenter quand même? Il n'y a pas grand-chose à dire à part que je suis entrepreneur et passionné par l'humour. Bah voilà, super. Moi, je suis humoriste et j'écris pour des humoristes, notamment pour notre invité aujourd'hui qu'on va présenter. Mais on a 2 invités, donc un entrepreneur, c'est le principe de Ovation. On reçoit un entrepreneur ou un dirigeant d'un grand groupe et un humoriste. Et on reçoit aujourd'hui Laureline Siriès et David Voinson. Bonjour. 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 Toujours la politesse. Bah oui, c'est ça. On se regarde. c'est pas le premier. Alors, on commence par Laureline. Ça te va, David? Bien sûr, avec plaisir. Laureline, tu es directrice du groupe France Uber, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus de tes fonctions au sein de Uber? Oui, je dirige en fait l'activité VTC pour Uber France. Il y a 2 grandes activités chez Uber qui sont d'un côté l'activité de livraison, Uber Eats, et de l'autre côté l'activité VTC. Eh bien moi, c'est la partie VTC. Voilà. D'accord. Donc là, Je fais ça depuis bientôt 4 ans maintenant. Voilà. Donc j'ai la chance de connaître cette activité depuis maintenant un petit moment. David, toi, tu es humoriste. Ça fait combien de temps que tu fais Que j'utilise Uber depuis 2017, je crois environ. L'humour, ça fait depuis que j'ai 15 ans, donc ça va faire 11 ans maintenant. Et j'ai la chance de bosser avec toi depuis 2 ans. Oui, ça fait 2 ans qu'on travaille Ça fait ensemble 2 ans. sur le spectacle. Sur le spectacle, ouais, la première version. Tu viens de faire 4 Trianon, il me semble, à Oui. Paris. Oui, je suis très qui était content. complet. On a fait 4 complets et là, on est en tournée un peu partout. Et ça se passe bien. Donc, tant mieux. Jusqu'en 2025. Là, on fait jusqu'en 2025. Et Paris, s'il y a des Parisiens, Parisiennes qui nous regardent, surtout Parisiennes. Non, s'il y en a qui nous regardent, on revient au Casino de Paris en octobre. D'accord, ok, super. Non, ça part en octobre 2025. 2024. 2024. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. C'est bon, tu vois, je suis bien au courant de l'actu. On est en avec qui je 2024. travaille, c'est ça qui est bien. David, on va revenir sur ton parcours. Laureline, toi, tu as commencé pas dans l'humour du tout. Pas du tout. Non, c'est pas... On pouvait rigoler quand même au bureau, mais Ouais. c'était pas la dominante, non. Mais alors- Laureline, c'est vrai que tu as un parcours un peu atypique parce que donc, tu fais une école de commerce, ensuite tu passes par le BCG, et ensuite tu enchaînes 3 entreprises qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir entre elles, mais tu vas un peu nous expliquer. Donc tu commences par Google, ensuite Crédit Agricole, puis Uber. Maintenant Uber, ouais, tout à fait. Et c'était assez drôle d'ailleurs parce que je commence donc effectivement par Google. Et à l'époque, Google, c'était encore une entreprise qui à la fois fascinait et à la fois inquiétait un petit peu. Et en même temps, de l'intérieur, c'était une entreprise incroyable. Et quand je quitte Google pour aller au Crédit Agricole, les gens chez Google me disent « Mais Laureline, mais t'es folle, quitter Google pour le Crédit Agricole ?» Et quelques années plus tard, eh bien, je me retrouve dans la situation de quitter le Crédit Agricole pour aller chez Uber et rejoindre une filiale qui était Jump, vous savez, les vélos et les trottinettes électriques. C'était d'ailleurs les meilleurs vélos de les vélos Paris. étaient incroyables. Ah oui, les Ils étaient rouges là, ils étaient absolument incroyables. Ils allaient super vite. Ouais, Ils sont maintenant chez Lime. Et maintenant, c'est Lime, c'est ça. Absolument. Ouais. Et en fait, à l'époque, quand je quitte le Crédit Agricole, les gens du Crédit Agricole me disent « Mais quitter le Crédit Agricole, qui est une entreprise qui existe depuis le 19e siècle, et pas plus institutionnalisée que ça dans le paysage français, pour une boîte, comme Uber, mais t'es folle. » Voilà, je crois que ça marque Quand tu arrives mes chez choix de Uber carrière. donc chez Uber France, donc c'est en quelle année? Donc c'était à peu près il y a 4 ans. J'arrive chez Uber Ça. France en 2019 pour Jump, Ok. sur Jump pendant une année, et en 2020, je prends mon job actuel. Ok. C'est comme ça que ça s'est passé. Et tu avais les mêmes fonctions chez Google et chez Crédit Agricole? C'était le même travail ou rien à voir? Pas du tout. Quand j'étais chez Google, j'étais dans des équipes commerciales. Et ensuite, Ok. au Crédit Agricole, j'étais à la direction de la transformation digitale. Donc, j'avais pas la D'accord. responsabilité directe d'un business. J'étais plus là pour emmener la transformation de la boîte. Ouais, c'est fou, donc c'est vraiment rien à voir. Non, Même c'est Uber, assez là, ça n'a différent. rien à voir avec ce que tu faisais Non, avant. exactement. Ouais, exactement. À chaque fois, en termes de contenu, de job, c'était assez différent. Oui, donc dans 2 ans, tu peux lancer un spectacle d'humour et être en concurrence avec moi. Qui sait? C'est ça ce que t'es en train de Je me te dire. laisserai juger. Tu me feras des feedbacks à l'avant C'est sur mon niveau rassurant. d'humour. Tu me diras s'il y a du J'adore, potentiel. c'est intéressant. Ouais.
David, toi, tu as commencé il y a 11 ans déjà, Ouais. mais c'est pas tout de suite été le succès. Mais c'est vrai qu'on dit qu'on met très longtemps à percer du jour au lendemain. Oui, surtout, j'ai commencé à 15 ans, donc tu sais, quand tu vois plein d'interviews et de gens, que ce soit, tu vois, c'est intéressant parce que même dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, plein de gens ont galéré. C'est assez rare d'avoir un succès et une boîte qui réussit direct. Et la chance quand tu commences jeune, c'est que tu sais qu'il y a plein d'étapes à faire et tu es encore jeune, donc tu n'as pas la pression financière, sociale ou quoi que ce soit. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me laissaient un peu aller où je voulais parce qu'ils voyaient que c'était sérieux ce que je faisais. Et donc rapidement, parce que je viens du bassin Arcachon et il n'y a rien sur le bassin Arcachon à part des vieux qu'on embrasse tendrement parce qu'ils n'en ont plus pour longtemps. Mais du coup, il fallait aller ailleurs et rapidement, je suis monté à Paris et même à Lille, à Nantes, à Marseille, où il y avait des comédie clubs. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes à ce moment-là, tu vois. C'est marrant, tu dis, déjà tes parents voyaient que c'était sérieux. T'avais donc 15, 16, 17 ans. En quoi ils se disaient que c'était sérieux qu'un jeune qui n'a pas encore fini le lycée et se lance dans l'humour, dans la comédie, etc. Parce que assez rapidement, je voulais faire de l'argent avec. Et ouais. Ça, pour eux, ça c'est sérieux. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. Parce que oui, et même quand j'ai fait des petits boulots, mais vraiment assez rapides, je gardais des enfants et j'avais la tête ailleurs. J'avais la tête dans l'envie de. Ce qui n'est pas forcément bien quand tu gardes des enfants. C'est vrai. Et j'avais vraiment l'envie de faire mon métier de ça. Et même c'était bizarre, mais même ma première scène, quand je suis monté sur scène, je savais que même si j'allais pas réussir, c'était ce métier que je voulais faire. Donc je pensais déjà à l'après, avant même d'avoir fait ma première scène. Et donc, je pense que ça les a rassurés. Okay. Parce qu'ils m'ont dit, comme beaucoup de parents, et le bac, et après, fais ce que tu veux. Ce qui, en soi, aujourd'hui, ne veut plus rien dire d'avoir le bac. Mais je pense que c'était. Tu as eu le bac, d'ailleurs ? Oui, quand même. Don de Dieu. 10,11. C'est très rare. Et ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Donc, mais oui, ils ont toujours vu que c'était un peu sérieux, quoi. Est-ce qu'il faut avoir le bac, Laureline, pour être directrice du beurre ? Ça aide. Ça aide Mais ce que je note en fait de ce que tu viens de dire, c'est que moi j'essaye d'amener des petites blagounettes au boulot et toi t'amènes beaucoup de sérieux dans l'humour. Ouais. En fait. Oui, c'est vrai. Très bon point. C'est vrai. Très bon C'est point. un bon point. Exactement. Karim ? Oui. Non, moi je suis un peu pas intimidé, mais gêné parce qu'en fait, ma résolution de cette année, c'était de supprimer Uber Eats. Et une semaine plus tard, on reçoit Laureline. Est-ce que Uber Eats, c'est dans ton périmètre d'activité en tant que general manager ? C'est pas dans un peu mon dedans. périmètre d'activité directement, mais évidemment, je le porte un petit peu dans mon cœur quand même. Okay. Non, mais c'est vraiment deux entités séparées. Donc, il y a mon homologue qui dirige la partie Uber Eats. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené à te questionner ? C'est que... Non, en fait, j'étais un peu gêné parce que, donc voilà, d'un côté, je la supprime, mais en même temps, je voulais vous remercier parce que, clairement, vous m'avez nourri pendant presque 2 ans. C'est-à-dire que moi, je suis ce qu'on appelle dans les grosses apps et les grosses startups un power user. C'est-à-dire que j'utilise tous les jours l'app. Et donc, j'étais un peu gêné de montrer parfois mon calendrier, mes commandes, mon historique de commandes Uber Eats, parce qu'il y a vraiment 6 avril, 7 avril, 8 avril, 9 avril, ensuite 10 avril, samedi, 11 avril, dimanche, après 12 avril, 13 avril, 14 avril, 15 avril, et tout le temps les mêmes restaurants, etc., quoi. Ouais, mais derrière ça, tu sais, il y a aussi il y a quelque chose qui est un petit peu incroyable derrière le succès de cette entreprise aussi, Uber en général et Uber Eats en particulier. C'est que c'est une application qui est vraiment rentrée dans le quotidien. Ça se voit de plein de manières. Mais c'est à l'échelle mondiale, il y a 27 millions de trajets qui sont réalisés tous les jours. Ouais. Tu vois, c'est rentré dans la vie quotidienne de Quand tu dis les trajets, ça compte la livraison et les transports de personnes ? Ouais. Et en fait, c'est colossal. L'activité qui est générée, il y a 6 millions de personnes dans le monde qui vivent grâce à l'application Uber, qu'ils soient livreurs ou coursiers, d'une certaine manière. Donc, tu n'es pas le seul à utiliser le service. Oui, forcément, mais autant que moi, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Non, et puis il y a eu quelque chose aussi qui a été que pendant l'entreprise a vécu des drôles d'années, en fait, parce que pendant les années Covid notamment, il y a eu un gros essor de la livraison, parce qu'on était tous enfermés chez nous, et quelque part, il y avait un peu de réconfort et de facilité à pouvoir commander. Donc l'activité de livraison s'est énormément développée dans cette époque-là. Là où il y a eu un énorme coup d'arrêt pour les VTC, et que la période a été très, très dure pour les VTC. Donc dans les habitudes que tu décris sur les 2 dernières années, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi sur l'application. Je ne suis pas un cas isolé, quoi. Non. Okay. Toi, David, cool. tu es un fervent supporter d'Uber oui, bien sûr. Quotidien pas quotidien, mais c'est vrai que ça amène, que ce soit livraison et même transport, ça amène une facilité incroyable. Ça peut rassurer aussi
tu vois, c'est bête, mais aujourd'hui, il fait très froid. Un froid où c'est le premier truc que tu dis dans la vie en rencontrant quelqu'un. Oh, il fait froid. Hein, oui, bah, il fait -2, hein, vraiment. Mais tu vois, c'est bête, mais du coup, il fait froid. T'as la flemme de prendre les transports ou de sortir. Tu commandes un Uber. Et c'est vrai que moi, ça amène une facilité incroyable. On n'a pas, tu vois, si je rappelle Arcachon, il n'y a pas encore Uber à Arcachon, donc il doit y en avoir un dans tout le truc. Mais ça me fascine parce que moi, la première fois que je l'ai installé, c'est quand j'avais 18 ans et je venais d'arriver à Paris. Et mes parents avaient peur que je rentre tout seul parfois le soir. Et ils m'ont dit, bah, prends un Uber, n'hésite pas, tu vois. Donc, ils me mettaient des sous justement pour prendre un Uber. Donc, il y a un truc très rassurant. Ce qui contraste un peu, je vais un peu casser l'ambiance avec malheureusement des histoires aujourd'hui, où, que ce soit pas sur mon Uber, mais sur comment on peut appeler en général, ouais. Les VTC, les transports de VTC, personnes, ouais. où il y a maintenant un truc un peu insécurisant parce qu'il y a eu des histoires pour des filles, ou je pense des hommes, mais moins connus, qui sont fait agresser dans ce genre de transport. Mais il y a quand même un truc de praticité et surtout d'un peu sécurisant quand même, on va pas se mentir. D'ailleurs, Laureline, c'est quelque chose dont on a parlé longtemps sur les plateformes d'Uber et tout, vis-à-vis des chauffeurs, et même l'inverse, parfois les clients qui sont pas forcément cool avec les chauffeurs. On en est où à ce niveau-là chez Uber? J'imagine que vous prenez le problème à bras-le-corps? Ouais, c'est un sujet qui est énorme pour nous. Et déjà, merci du feedback. Et puis, si tu en as d'autres, n'hésite pas à balancer. Je suis toujours preneuse. Mais non, ça, c'est un énorme sujet. La sécurité de manière générale. Quand on pense... c'est un service de transport, Uber. Là, je parle des VTC, c'est un service de transport. La première question qui se pose, c'est, bien sûr, vous allez vous poser la question du prix, etc. Mais est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je suis en sécurité? Et la sécurité, il y a la sécurité au sens sécurité routière du terme. Bon, en général, c'est pas un sujet sur lequel on est très challengé dans un pays comme la France. Mais derrière, c'est tout ce que tu viens de décrire. Et les jeunes femmes, notamment. Et il y a comme une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que, bien sûr, ça existe. Il arrive qu'il y ait des incidents sur la plateforme. Et je dis des incidents, parfois, c'est un euphémisme. Il peut se passer des choses graves. Ça existe. Il y a 35 000 chauffeurs en France. Statistiquement, il y a des dizaines de millions de trajets sur une année. Ça arrive. Fort heureusement, c'est extrêmement minoritaire. Et en même temps, et c'est là qu'il y a quelque chose qui est un petit peu schizophrène, c'est qu'en même temps, 97% des personnes qui montent dans un Uber disent qu'elles se sentent en sécurité dans un Uber. Et beaucoup d'entre elles, et notamment les jeunes femmes, et notamment le soir, disent même que c'est leur première raison de choisir Uber avant même le prix. C'est-à-dire, en fait, et ce que tu disais, tu vois, les parents qui disent, je te laisse sortir ce soir, mais tu rentres en Uber. Et du coup, il y a une sorte d'ambivalence parce qu'il y a un tel besoin de compter sur la sécurité qu'à l'inverse, quand il y a quelque chose qui vient perturber le sentiment de sécurité, un cas qui devient, qui va être médiatisé et a raison sur les réseaux sociaux parce que il peut y avoir des choses graves. La contrepartie, c'est que ça marque les esprits parce que c'est un endroit où justement on attend Uber. Par rapport à ça, on a fait énormément de choses. Il y a des fonctionnalités, mais je pense qu'on peut même pas imaginer. Si je vous disais que dans l'application aujourd'hui, il y a ne serait-ce qu'une dizaine de fonctionnalités techniques dans l'application que vous pouvez activer, qui vous permettent d'aller chercher plus de sécurité. Par exemple, vous pouvez décider de partager en temps réel votre trajet avec un proche. Vous avez dans l'application aussi une fonctionnalité qui est une reconnaissance du visage, une reconnaissance aléatoire des chauffeurs, où le chauffeur doit se prendre en selfie. Sans savoir en fait quand on va lui demander, et donc nous on compare immédiatement la photo à la photo qu'on met en base pour savoir si c'est le bon chauffeur, et on coupe immédiatement le compte avec le temps qu'il faut pour investiguer. Parfois ça peut être il peut y avoir des raisons, donc on cherche à comprendre, mais donc il existe beaucoup de choses derrière qu'on fait avec la technologie, mais pas que. On travaille avec des associations, on a travaillé avec collectif féministe contre le viol, on a travaillé avec Anne the Way, on a travaillé avec SOS Homophobie, et on a travaillé sur, du coup, par exemple, la formation de notre personnel. Imaginez, vous ou moi, à ce micro, en train de recevoir un appel, vous êtes en une fonction de support d'une entreprise et un jour, vous recevez l'appel d'une personne qui a vécu quelque chose d'hyper grave. On se sent mal, en fait. Déjà, on est en souffrance, émotionnellement, c'est choquant, et on ne sait pas toujours accueillir la parole de la victime, en fait, dans un cas comme ça. Et donc, on a formé tout notre personnel pour qu'ils sachent accompagner. On a travaillé avec la police aussi, quand dans des cas de dépôt de plainte, pour que la police puisse, de manière automatique, récupérer toutes les informations qui permettent d'instruire les plaintes quand il y en a. Donc on a fait vraiment un travail de fond
Et aujourd'hui, les résultats sont ceux que je vous disais, et sont que très majoritairement, les gens se sentent en sécurité dans un Uber et on a envie que ça continue à être le cas. Et évidemment, bien plus que dans les transports en commun, etc. Toi, David, c'est un sujet qui te parle, ça. Je vois que dans tes vidéos, de plus en plus, tu parles des femmes en tant que, de la sécurité des femmes, de la prévention du harcèlement, tout ça. Oui, parce que j'ai des connaissances qui se sont faites malheureusement agresser dans la rue et aussi dans un VTC. C'est pas une marque, parce qu'à chaque fois maintenant, on est habitué à dire, tu vois, Uber automatiquement, alors que c'était pas du tout un Uber. Mais c'est ça d'ailleurs, c'est vrai qu'on... Mais c'est la force de cette marque, d'ailleurs, maintenant, c'est qu'on pense automatiquement à ça. Mais non, elle s'est fait agresser, donc c'est vrai que c'est un peu choquant, et on a tendance, je pense qu'en tant qu'humain, à généraliser un peu le truc, à dire, bon, bah, c'est fait agresser, du coup, c'est vrai que c'est insécure, finalement, on se rend pas compte avec qui on monte, etc. Alors que non, c'est juste des cas... heureusement entre guillemets isolé, et il faut pas faire toute une généralité dessus, mais c'est un peu compliqué maintenant avec les réseaux sociaux. On a tendance à boycotter, que ce soit même une marque, une organisation ou même une personnalité, là on voit un peu plus récemment, à juste raison parfois, mais c'est un peu tendu, donc c'est vrai que c'est pas évident, je pense, pour vous de faire ensuite une bonne campagne, une bonne promo pour dire on n'est pas tous comme ça, heureusement, et ça peut être des cas isolés. C'est pas, c'est pas évident. Surtout maintenant, aujourd'hui, avec la prise de parole des réseaux sociaux, ça va super vite. Mais là-dessus, par exemple, les preneuses de votre avis et de votre regard croisé, mais je me souviens qu'on a pris le parti il y a quelques mois, il y a un peu plus d'1 an en réalité, on avait pris le parti de faire une campagne de publicité. Donc il y avait des affichages un peu partout en France, une grande campagne d'affichage où on prenait fortement la parole sur... en gros, le respect dans un Uber, d'une certaine manière. Et donc, le respect des femmes, mais aussi le respect de la religion, le respect, pas de propos antisémites, pas de propos ou d'actes anti-LGBT, par exemple, dans un Uber. Il y avait une position hyper forte. La campagne s'appelait « Ni dehors, ni à bord ». Et le concept, c'était, en fait, une drague lourde, c'est acceptable ni à la machine à café, ni dans un Uber. Ni dehors, ni à bord, c'était la signature de la campagne. Et en fait, on s'était posé des grosses questions parce qu'on s'était dit, il suffit que dans les quelques semaines d'affichage de cette campagne, il y ait un incident quelconque qui soit un petit peu viral, et ça donne le sentiment qu'on est des gens qui communiquent de manière extrêmement opportuniste, et en étant démentis par les faits, alors que derrière, on a fait des tonnes de choses. Je vous ai donné 2-3 exemples tout à l'heure, mais on a fait un travail colossal sur le fond. Et c'est pas simple non plus pour une entreprise de se positionner. Donc, on avait fait le choix de la faire, cette campagne, parce que ça nous tenait à cœur par rapport à nos valeurs et surtout par rapport au boulot qu'on avait accompli. Mais c'est pas facile. Et comme tu le disais, il y a une sensibilité hyper forte qui peut être perçue. Voilà, encore une fois, il suffit qu'il y ait un incident et tout de suite, ça vient mettre à mal et questionner. Et donc, je crois aussi que dans des moments comme ça, ce qui compte in fine, et la crédibilité de la parole, elle vient des faits. De ce qu'on met en place et de comment est-ce que c'est reçu et comment c'est perçu. Après, je pense que malheureusement, même si tu fais énormément d'affichage, etc., tu peux pas aller à l'encontre des humains, entre guillemets. En fait, vous êtes une entreprise où il y a, tu l'as dit, 35 000 chauffeurs. Et malheureusement, le patron n'est pas derrière tous les chauffeurs. Donc, tu vois, les dragues lourdes, évidemment, il y en a dans les... Et combien de filles j'ai rencontrées qui m'ont dit... en fait, pour eux, ça paraît normal. Tu vois, moi, à aucun moment, je suis monté à la fin d'une soirée et un mec, il a dit « Alors, bonne soirée ». Alors, si, il m'a dit « Bonne soirée ». Mais ça se voyait. T'as passé une bonne soirée, mais il y a énormément de filles qui me racontent que, ils font des allusions en regardant le rétro, il y a des regards insistants, etc. Et tu peux faire autant d'affichage possible. Je pense que le gars va pas se rappeler de l'affichage et et ça peut être innocent pour lui, ça peut être chiant pour la personne qui a vécu peut-être une agression dans la rue 10 minutes avant, elle a pris un Uber pour se rassurer, et là elle voit un regard dans le rétro qui peut être un peu gênant. Et je pense que c'est pas votre faute, c'est juste l'humain qui est comme ça. Et c'est pas vous qui devez faire un travail sur les gens, c'est les gens qui doivent faire un travail sur eux-mêmes, je pense.
Et nous qui devons prendre notre part. Et c'est un peu tout, je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi un sujet, ce que tu disais juste avant, qui m'interpelle et qui est assez vrai. C'est-à-dire que Uber, c'est aussi un nom de marque. On ne dit pas je prends un VTC, on dit je prends un Uber. Donc c'est devenu un nom comme... C'est un nom générique. C'est un nom générique, en fait. Petite anecdote d'ailleurs, c'est marrant. On a relevé sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait j'ai pris un Uber sur Bolt. Qui est drôle. C'était drôle. Et en fait, avec ça, évidemment qu'il y a des tas d'avantages pour la marque, c'est-à-dire que c'est une force incroyable pour une marque de pouvoir avoir ce niveau-là de notoriété, mais en même temps, il y a une responsabilité extrêmement forte qui va avec, parce que le moindre incident qui va se passer dans les VTC en général va aussi être spontanément associé. Et je veux dire, c'est les deux facettes de la même médaille, donc je les prends volontiers, et c'est ma responsabilité, notre responsabilité d'entreprise. Il faut avoir conscience qu'il y a en plus ça, qu'il y a un effet en fait un peu paratonnerre d'une marque qui a pris de la place dans le paysage, quoi. Mais c'est vrai que tu le disais, Uber, c'est devenu un peu un nom générique. D'ailleurs, on dit plus trop je prends un taxi, on dit plus maintenant je prends un Uber. C'est comme les marques comme Frigidaire qui sont devenues des marques alors qu'à la base c'est réfrigérateur, le vrai nom. C'est quand même fou comment Uber a réussi à s'imposer aussi fort comme ça dans le paysage des VTC. Il y a eu quelque chose de très puissant en France et dans le monde. En fait, il y a eu quelque chose de très puissant au démarrage avec une force qui a poussé très très fort au début, en fait, et en France en particulier, parce que l'entreprise s'était lancée aux États-Unis à l'époque, en fin 2008, début 2009, on va dire. En 2011, le fondateur d'Uber se dit « Allez, on va lancer la première ville internationale ». Et pour ça, il choisit Paris. Et donc, la première ville en dehors des 5 premières villes aux US, évidemment, maintenant c'est partout aux US, c'était Paris. Et il y a toujours eu une attention très particulière et il y a toujours eu des équipes incroyables à Paris et ailleurs. Mais donc, ça a été une des entreprises à l'époque qui a cru le plus vite dans le monde, en fait. Et tu le disais, les démarrages, c'est pas forcément facile. Je peux tout à fait imaginer pour un humoriste, je ne peux qu'imaginer plutôt par quelles étapes on passe, etc. Mais avoir la chance, en tant qu'entreprise, de démarrer de rien aussi, et de d'avoir ce succès-là au niveau mondial, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ça tient à beaucoup de choses. D'avoir été le premier entrant, ça compte. Et pour réussir à être le premier entrant d'une manière qui est du succès, qui soit une réussite, ça demande d'avoir parfaitement compris quels étaient les besoins et comment venir percuter les habitudes localement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque en France, évidemment, les VTC, c'était quelque chose de tout petit. C'est de la grande remise, donc un marché très niche, très, très haut de gamme. Et il y avait les taxis. Et les taxis, vous deviez appeler. Vous deviez appeler G7, vous mettez la petite musique d'attente. Je ne sais pas si un de nous serait capable de ressortir la petite musique d'attente. Mais voilà, on appelait la compagnie de taxi, on était mis en attente. Et puis derrière, il y avait le taxi qui arrivait, on stressait, il fallait être à l'heure, machin. Alors, il faut aussi être à l'heure avec les VTC. Sinon, bon. Mais vous avez l'application et en 3 clics, de faire venir. Très bien où c'est. Incroyable. Donc, il y a une révolution dans l'expérience et c'est surtout ça qui a permis de la boîte derrière. Il y a le fait de pouvoir étendre son marché à des classes populaires inférieures, parce que c'est vrai que le taxi, quand même, avant, c'était quelque chose de réservé à des gens plutôt aisés. Déjà, il te facture l'approche. Voilà. Donc, rien que donc ça te presque double la facture pour des trajets parfois qui sont importants, comme un aéroport, un hôpital, des choses comme ça. Il est à 40 minutes. Il te paye 40 minutes d'arrivée, 40 minutes pour t'y amener. Et ça, il n'y a plus du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans Paris ou même dans des grandes villes en France, on attend et en quelques minutes, il arrive et je connais mon prix à l'avance Oui, et puis alors non seulement, effectivement, l'accessibilité prix, ça a été ça, une des révolutions d'Uber au démarrage. Et puis au-delà de ça, l'accessibilité en général, on parlait des jeunes femmes, on parlait, il y a aussi, on a mis beaucoup de choses en place, par exemple, pour pouvoir accueillir aussi des personnes en situation de handicap dans l'application. Donc la thématique de l'accessibilité pour tous, c'est un truc hyper important. Et l'accessibilité pour tous, ça passe aussi par faire en sorte que le service soit présent dans le plus d'endroits possible. Et entre 2019 et aujourd'hui, par exemple, en 2019, on était présent dans une 20aine de villes en France. Aujourd'hui, c'est une 30aine. Donc, on essaye de continuer à développer le service. On n'est pas encore à Arcachon. 30 villes en France, Uber ? Alors, quand on dit 30 villes, c'est 30 agglomérations. Ça couvre plus de 500 communes. 500 communes. 30 agglomérations. Okay. Et toi, David, alors on parlait du nom un peu, de diversifier un peu le public d'Uber, parce que ça c'est ce que vous avez fait au début, plaire au plus grand nombre au final. Est-ce que c'est difficile d'essayer de plaire au plus grand nombre dans l'humour ?
Je pense. Après, il y a une technique qui est aujourd'hui répandue, que ce soit, tu vois, pour une entreprise ou même pour les humoristes, c'est les réseaux sociaux et de faire sa com tu vois, pour toucher un plus grand nombre. Parce que tu as beau faire des comédie clubs et des spectacles un peu partout en France, le bouche à oreille aujourd'hui ne suffit plus, je pense, ou alors ça met beaucoup plus de temps. Mais aujourd'hui, tu prends des exemples de gens qui sont pas forcément sur les réseaux, comme Paul Mirabel par exemple, que j'aime bien prendre en exemple, qui est très talentueux, mais il a eu sa vidéo qui a pété sur YouTube pendant le Covid. Pendant le Covid, qui a eu je sais plus combien de millions de vues, et donc ensuite il a réussi à remplir sa tournée. C'est ce qui s'est passé aussi pour mes vidéos qui ont pas mal pris pendant le confinement également. Vous, c'était une petite période de creux. Qui ont fait 12 millions de vues. Très simplement. On est combien à la vidéo qui a le plus marché sur tes réseaux? Je sais plus, mais c'est vrai que la plupart font des millions de vues et je suis très content. Je suis très content à chaque fois parce qu'il y a un engouement. Sur la durée, en fait. Ouais, les gens sont fidèles. Ouais. Et surtout, moi, j'ai vraiment fait les vidéos comme une vitrine parce que j'arrivais pas à remplir mes salles de spectacle et à me développer comme je voulais. Et j'ai toujours eu envie et j'ai toujours aimé faire des vidéos. Et je me suis dit, OK, quand j'ai trouvé le bon truc, tu vois, avec les relations garçon-fille qui me passionnent aussi autant dans le spectacle, on en écrit, tu vois, pas mal des vannes et des thèmes dessus. Ça a pris aussi sur les réseaux, donc je me suis dit, je vais continuer là-dessus. Et on a surfé, tu vois, sur cet effet-là. Et ça fait plusieurs années maintenant, et on arrive à remplir des salles un peu partout. Et... C'est vrai que tu as un public très féminin, on dirait quoi 80%? Ouais. C'est beau quand même. Ouais. D'ailleurs, c'est rare, non, pour un humoriste français. C'est très rare, il me semble. Écoute, je vais te dire un truc. C'est un peu le Matt Rife français. En fait. le Patrick Bruel, mais de l'humour. Mais écoute, si je peux dire un truc qui est un peu en adéquation avec ce qu'on fait actuellement, c'est que je pense sincèrement que déjà je remercie les gens qui viennent parce que la plupart des filles, tu sais, elles sont accompagnées de leurs copains qui de base ne me connaissent pas. Et ils disent mais si, il est drôle sur les vidéos, donc ils sont un peu forcés. Donc tu vois les têtes des gens dans le public, c'est quand j'allume la salle, les gens qui sont oui, je ne te connais pas plus que ça. Mais je pense qu'honnêtement aujourd'hui, si on peut parler du pouvoir d'achat, je pense que les femmes ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important que les autres. Elles viennent entre copines, ou alors elles n'ont pas peur de venir seules, célibataires, et elles sont contentes, ou alors elles viennent avec leur conjoint, donc tout de suite il y a des billets par 2, par 3 qui se vendent un peu plus. Tu vois, à l'époque, si on peut parler de Kev Adams qui s'était fait connaître avec les jeunes venaient avec leurs parents, donc tu vois, ça fait quand même un peu plus. Déjà ça double en fait, tout simplement. Ça double, exactement. Ça double la vente, Donc alors moi évidemment j'ai pas fait des vidéos pour ça, j'étais pas assez à fond dedans. J'ai fait vraiment ce qui me plaît, et ça me plaît encore de le faire, mais c'est vrai que tant mieux, hein. Puis aujourd'hui on le voit, tu viens aussi en tournée, il y a de plus en plus de gens, que ce soit même au niveau de l'âge, ça va de 20 à 40, 50 ans, des enfants qui viennent avec leurs parents, même des mecs des mecs, hein, peu importe. Et moi c'est ce que j'aime aussi quand j'allume la salle, de voir un milieu social différent de plein de gens, des gens de toutes les couleurs, de tous les âges, et c'est ça qui est beau, je trouve, dans notre taf. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a Julien Santini qui a fait ta première partie au spectacle, et il a invité ses parents à venir voir le spectacle juste après. Je suis pas sûr qu'il ait tout compris, son papa. En sortant, ils m'ont dit ils ont adoré. Alors tu vois, le coup, et ils ont, je pense bien 80 ans. Et pour le coup, tu vois, on peut quand même plaire à beaucoup de monde avec ce sujet. Ouais. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Oui, c'est d'essayer d'être universel, on va dire, au niveau des thèmes. Et j'ai pas envie que ce soit des thèmes qui vieillissent. Tu vois, je parle du côté Charo, qui est coureur de jupons, on va dire. Hein, voilà. Mais et je parle du côté d'avoir la dalle. Tu vois, d'ailleurs, Uber m'a bien servi à un moment donné. Parce que c'est vrai que tu as une anecdote dans le spectacle où tu parles d'Uber. En fait, le nombre de fois où j'ai des filles qui voulaient me voir à une certaine heure et j'étais loin. Et elle m'a dit viens, j'ai envie de toi. J'ai dit là il n'y a plus de transport en commun, donc vraiment. Parce qu'il faut savoir que t'as pas le permis. Oui, j'ai pas le permis. J'ai pas le permis. Uber donc, est ton ami dans ces moments. Ouais, et mon papa sur la plupart du temps. C'est un peu gênant de se faire conduire par son père à un petit de 2 heures. Je sais pas si ça vous arrive des fois. Est-ce que c'est très bizarre ce qu'on va dire, mais est-ce que quand vous commandez un Uber et que c'est une femme, vous voyez que c'est une femme qui conduit, vous êtes en mode ah ouais. Mais grave, ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé une fois en France, une fois au Canada. Ouais. C'est les 2 seules fois. Et pour cause, il y en a pas énormément. Ouais. Et c'est vrai que ça se diversifie un petit peu ou ça reste. La raison pour ça, principalement, c'est que en fait, le monde des transports est assez peu diversifié d'un point de vue. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de femmes chauffeurs de bus. Voilà. Et pour devenir chauffeur VTC, vous avez 2 options. Soit vous passez en fait un examen.
Et cet examen, c'est le même examen à un pouillème près que l'examen qui est passé par les chauffeurs de taxi. Et donc, vous vous présentez à une chambre des métiers de l'artisanat, vous passez votre examen. Et si vous le réussissez, la préfecture de police vous délivre votre carte VTC. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de l'avoir par équivalence. Donc, si vous avez été chauffeur routier, chauffeur de bus, vous pouvez demander par équivalence d'avoir une carte VTC. Et auquel cas, dans ce monde-là, c'est très exclusivement, dans une écrasante majorité, des hommes. Donc, il y a aussi une bonne partie des chauffeurs qui viennent par ce biais-là et qui sont des hommes. Je me posais une question sur... Ah, pardon. Non, alors vas-y, je m'apprêtais à poser une question. Vas-y, je t'en prie, plus intéressant que n'hésite pas, bien sûr. Non, mais je trouvais ça intéressant dans la manière de t'écouter. Je faisais des parallèles avec ma vie, tu vois, en entreprise et ce que c'est de prendre des décisions dans le business. Et parfois, comme tu disais, tu fais des choses et tu réfléchis pas nécessairement à quel impact ça va avoir. Et puis tu te rends compte après coup du succès et à quel point tu as touché quelque chose d'universel finalement et qui va plaire. Si tu regardes un petit peu ton parcours, est-ce qu'il y a une décision que tu as prise ou une chose que tu as faite dont tu t'es dit après coup, je ne me rendais pas compte, mais ça a vraiment changé quelque chose? Ça a été un tremplin, un accélérateur Ou une vidéo où tu vois. Il y a eu des vidéos où j'ai vraiment hésité à les poster, tu vois, et ça parlait un peu du consentement et des problèmes un peu plus sérieux des filles parce que ça me touche déjà au premier abord et c'est très compliqué de parler de ça, tu vois. Tu parlais de la campagne publicitaire. Complètement, mais je pensais à ça justement. Tu vois, et en fait, on est en mode, ok, c'est cool parce que ça nous tient à cœur. On n'est pas on n'est pas inhumain, c'est-à-dire on le fait pas vraiment que pour le business et parce qu'on dit que ça marche. Ça nous touche, ça nous impacte. Parce que toi, tu vois, toi ou vraiment la plateforme Uber France reçoit des appels et on est humain, on se dit comment on peut réagir par rapport à ça, on vit des choses. Mais c'est vrai qu'on se dit, putain, si on fait ça, le moindre faux pas, le moindre problème sur l'affiche ou sur la vidéo, là, c'est terminé pour nous, c'est terminé pour la carrière, pour la plateforme, pour l'entreprise, ça va très vite. Surtout aujourd'hui, où les gens ne prennent plus forcément le temps de faire la pour et contre. Et ils donnent leur avis assez violemment parfois. Mais écoute, niveau de prise de décision, je sais pas. Oui, franchement, c'est faire des vidéos qui me tiennent à cœur et puis continuer à aller dans une passerelle où on n'est pas sûr. Tu vois, c'est pas c'est pas aller du point A pour aller au point B. Il y a forcément d'autres lettres à un moment donné et tu ne sais pas vraiment où tu vas parfois. Et, tu passes par Z avant d'arriver à B, c'est ça? Oui, et en fait, t'es convaincu d'un truc où t'as l'impression parfois d'être seul à être convaincu du truc et de dire aux gens, je suis sûr que ça va marcher. C'est ça que je voulais te demander. Est-ce que, comme tu es France, est-ce que toutes les prises de décision, tu peux les faire sans l'accord de... Uber, c'est quoi? C'est américain? Américain, ouais. Est-ce que tu dois à chaque fois leur en parler pour des prises de décision? Ou est-ce que tu as quand même une indépendance? Et Uber, de ce point de vue-là, c'est une entreprise qui est vraiment particulière parce que je dirais que c'est une entreprise qui est bicéphale. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une partie de la décision qui est aux US et ça, c'est tout ce qui va concerner l'application. Parce que une des forces de cette activité, une des forces de l'entreprise, c'est de pouvoir utiliser une application qui sera la même partout dans le monde. Donc si demain tu vas aux US ou tu vas en Grande-Bretagne ou quelque part, tu ouvres ton application Uber, elle sera toujours en français, elle va marcher, tu auras le support client. Donc, et ça, c'est parce qu'il y a une seule technologie, une seule application, les mêmes fonctionnalités partout, plus ou moins. Et donc voilà. Et donc tout ce qui est développement de l'application, les ingénieurs, tu as besoin que ça soit centralisé, et ça c'est plutôt aux États-Unis. Mais ensuite, tu as toute la réglementation transport, ce qu'il faut pour devenir un chauffeur VTC, la réglementation du travail, etc., qui, eux, sont des trucs hyper locaux. Et donc, le marketing aussi. Le marketing, mais par nature de l'activité, en fait. Pas juste parce qu'on a envie de se faire plaisir en France, mais parce que fondamentalement, le business model d'Uber en France n'est pas le même du tout que celui en Espagne. En Espagne, il n'y a pas un seul chauffeur indépendant, par exemple. Ah, c'est marrant. Ça. Ouais. Ils sont tous employés par Uber? Ils sont employés par des partenaires. Et ces partenaires-là travaillent avec Uber. En France, il y a ça, mais très peu. Ce n'est pas du tout la majorité. Donc, les activités sont très différentes. Et ce qui fait qu'il y a une très grande confiance qui est portée par la direction générale, mais en général... Bon, pas terrible, mais on aurait compris. On a compris. À laisser beaucoup de décisions aux patrons locaux parce que c'est eux qui ont l'appréciation finalement de l'activité. Donc les patrons locaux, c'est bien sûr la patronne régionale au niveau Europe, puis derrière qui s'appuie sur nous tous. Mais voilà. Bien sûr. Karim, tu avais une super question tout à l'heure. T'es sûr? Non, en gros, attends, juste avant, est-ce qu'on peut regarder le temps? Parce que j'avoue que j'ai pas... on est à combien? 20 minutes. Bah, c'est parfait, ça va. Voilà. Je pensais qu'on était... Non. Super, très bien. On est good. Okay. Donc je me demandais...
Ça va être un peu mal formulé, mais en gros, qu'est-ce que vous faites chez Uber ? Genre, vous avez un peu gagné le truc, quoi. C'est-à-dire, l'appli, il n'y a pas une personne en France qui la connaît pas. Le marketing est fait... Vous pourriez ne pas faire de marketing, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à un âge où il a un smartphone et des amis, on va lui dire, prends un Uber, comment tu Uber, machin. Ça tourne. Qu'est-ce que vous faites maintenant, quoi ? C'est quoi vos projets ? Vous avez toutes les personnes qui doivent avoir l'appli, elles l'ont. Toutes les personnes qui veulent l'utiliser, elles l'utilisent. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Je vais y réfléchir. Je pense que je vais rentrer au bureau. Je vais donner 3 mois de vacances à tout le monde. Je vais te dire, mais qu'est-ce que je fous en fait ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Allez, vacances générales. C'est un bon problème à avoir, disons. C'est un très bon problème à avoir. En fait, c'est le cycle que suivent toutes les entreprises. Il y a une forme de maturation, c'est-à-dire qu'au début, on arrive, on crée le marché, on s'adapte, on grandit. Quand je dis on, c'est le secteur, pas que Uber. On grandit et puis à un moment, on arrive à maturité et c'est d'autres types de problématiques qui se posent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. La première, c'est qu'on reste dans un marché qui est quand même extrêmement dynamique. On a de nombreux concurrents aussi. Donc, il y a toujours une activité concurrentielle qui est assez intense. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a une deuxième chose qui est on évolue avec notre temps, évidemment. Donc, il y a des tas de... Là, on s'est engagé, par exemple, on arrive début 2020, je viens de prendre mes fonctions. Une question qui se pose, c'est la mairie de Paris annonce que dans quelques années, il n'y a plus un seul diesel qui circule dans les rues de Paris. On regarde notre flotte et on se dit, plus de 80% de diesel, il va falloir faire quelque chose. Voilà, et donc on engage un énorme plan de transformation. Et les chauffeurs n'étant pas des salariés de l'entreprise, ce sont des partenaires qui sont indépendants. Bien, la question se pose de comment on donne envie à 35 000 indépendants en France, puisque c'est leur choix, c'est leur business, leur voiture, c'est leur investissement. Comment on leur donne envie de transitionner vers l'électrique. Donc voilà, le plan vers la transformation électrique, c'est un truc qui n'existait pas avant. La question, par exemple, je parlais de l'accessibilité tout à l'heure en 2017, peut-être le jour où tu prenais ton premier trajet avec Uber. Peut-être ce même jour, on lançait notre option Uber Access qui vous permet de commander un véhicule adapté pour les fauteuils roulants, par exemple. Et depuis, on a continué à faire évoluer cette offre. Tout le travail dont je parlais tout à l'heure sur la sécurité, sur travailler avec le milieu associatif, c'est un travail colossal qu'on a fait ces 3 dernières années. On le faisait pas... Enfin, on avait des fonctionnalités technologiques, mais c'est quelque chose qu'on a énormément approfondi. Donc, en fait, ça s'arrête jamais. Et on essaye toujours de continuer à évoluer. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réagir, disons. Là, par exemple, il y a les JO. Est-ce qu'il y a des choses particulières ? J'allais le dire. C'est vrai. Vous êtes dans la merde. J'allais le dire différemment. Alors, les JO, ça va être la guerre. Alors, c'est vrai que vous êtes vachement dépendant quand même de la législation, parce que du coup, si la mairie de Paris décide quelque chose, vous êtes un peu embêté, obligé de vous adapter, quoi. Et en même temps, la réalité, c'est que je le vois pas de manière dichotomique, c'est-à-dire que c'est pas noir et blanc, c'est-à-dire que la mairie de Paris, elle a aussi besoin que les JO fonctionnent bien, la mairie de Paris et le comité olympique et toutes les personnes impliquées, et d'organiser les jeux les plus robustes possibles. Et un des enjeux, ça va clairement être le transport. C'est pas le seul, évidemment. Il y a des tas de sujets, c'est bien plus complexe, mais par mon petit prisme à moi, les transports, ça va être un gros sujet. Et quand on voit qu'aujourd'hui, sur les stations de métro, le réseau de transport en commun, vous avez 2 à 3% en Ile-de-France des stations de métro qui sont accessibles pour les personnes en situation de handicap, ça pose question. Donc, donc en fait, tout ça pour dire qu'il y a besoin de faire marcher l'écosystème, comme souvent dans ce genre d'enjeu. Et donc, il va y avoir besoin des VTC, de la même manière qu'il va y avoir besoin des taxis et de tous les acteurs, et des transports en commun qui marchent bien aussi, bien sûr. Donc non, et on a plutôt des chauffeurs qui nous disent aujourd'hui, là où au mois d'août, en général, c'est un mois plus creux, ils prennent aussi des vacances, ils sont moins nombreux. Là, ils sont extrêmement mobilisés, ils ont envie d'être là. Donc nous, on a développé, je le disais tout à l'heure, notre offre, notamment dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, notre offre pour l'accessibilité. Il faut quand même savoir que, par exemple, pour la Coupe du monde de rugby, on attendait en France 600 000 visiteurs internationaux. Pour les JOP paralympiques, on en attend le double, 1,2 million. On en attend 1,2 million. Et nous, quand on regarde, par exemple, un soir de Stade de France pendant la Coupe du monde de rugby, on faisait le double de trajets qu'on fait habituellement sur des événements du Stade de France, parce que les internationaux, quand ils sortent, ils pensent notamment à Uber, en fait. Et donc, pendant les JO, ce sera la même chose. Et donc, on s'attend à avoir vraiment beaucoup d'activités à ce moment-là. Donc, après, il y a des tas de choses. Opérationnellement, il va y avoir des gros enjeux de sécurité. La préfecture va certainement mettre à jour les plans de circulation en live. Attendez, là, j'ai à l'oreillette qu'il y a un problème sur cette rue, on la bloque. Nous, en direct, dans l'application, on bloquera et on demandera aux chauffeurs de faire des détours, etc. Donc, il va y avoir toute une logistique autour de ça pour que ça fonctionne de la manière la plus alignée avec la manière dont sont conçus les jeux eux-mêmes, en fait.
J'ai vu qu'il va y avoir des voitures volantes qui allaient du Stade de France jusqu'à Versailles, il me semble. Vous n'êtes pas positionné sur Ubercopter. Alors, c'est tout un sujet. C'est un sujet dans lequel Uber investit. Au-delà des JO, les voitures volantes, oui, bien sûr. C'est incroyable quand même de parler de ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle les VTOL, Vertical Take-Off et Landing. Des espèces de drones géants qui décollent à la verticale. Et une des manières d'imaginer les choses, il y en a d'autres, c'était d'imaginer, par exemple, dans une ville un peu gratte-ciel, les trucs puissent décoller en fait, du haut d'un immeuble, se déplacer, atterrir sur le toit d'un autre. C'est pas un hélicoptère. Non. Oui, alors, sauf que l'hélicoptère, il a une trajectoire, il ne peut pas décoller vraiment à la verticale. Mais ça, c'est fou, ça de penser à ça, c'est incroyable. Bref, et donc alors, sur ce sujet-là, dans le cadre des JO, je ne sais pas encore ce qui sera permis, parce que tout ça, c'est aussi toute une nouvelle industrie. Il y a des sujets dans le monde entier sur ces VTOL. Se pose la question en ce moment, sur ces voitures volantes, se pose la question des autorisations, des accréditations au niveau des ministères pour juste donner l'autorisation à ces engins-là de voler. Donc, en l'occurrence, les entreprises qui sont impliquées là-dedans en France, je ne sais pas exactement où elles en sont, mais on en est à ce stade. C'est tellement balbutiant encore. Que j'espère qu'on pourra voir ça dans le ciel de Paris pendant les Jeux. Tu montrais dans un truc comme ça, conduit par un inconnu ? Alors, a priori, c'était pas un humain qui conduit. C'est pire. C'est ce que je me demande. En fait. C'est encore pire. En fait, plus flippant. De ce que j'ai vu, c'était pas quelqu'un qui conduisait vraiment. Ouais. Enfin, c'était plutôt un truc. Un robot, quoi. C'est une IA. Une IA ou qu'on conduit à distance. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Tu peux plus me dire que moi. De toute manière, général, que ce soit sur les véhicules qui roulent sur les routes, les véhicules autonomes ou ceux qui potentiellement pourraient être amenés à voler demain, oui, évidemment, l'avenir passe aussi par ça. Alors là, on parle d'un avenir lointain. Bien sûr. Et les véhicules autonomes en France, vous avez complètement abandonné ou c'est peut-être encore d'actualité ? C'est un sujet sans être un sujet. C'est-à-dire qu'un jour, ça viendra, mais aujourd'hui, c'est extrêmement lointain. Et je pense que là on parle en dizaines d'années, très probablement. Et avant d'arriver pour être un sujet vraiment... j'allais dire grand public, qui va remplacer nos voitures à tous, etc. Ça va commencer par ce qu'on appelle des cas d'usage, c'est-à-dire des situations bien spécifiques pour de la livraison, pour de la logistique, ça existe déjà aujourd'hui, pour la logistique dans des entrepôts, des choses comme ça. Et puis, ça commencera peut-être dans des villes, j'allais dire à l'architecture simplifiée, peut-être aux États-Unis, vous avez des rues qui se croisent de manière perpendiculaire, assez dégagées, avant que ça puisse circuler dans les petites rues... du Marais à Paris, du vieux Bordeaux. Voilà, on est très loin de ça, très très loin, pour plein de raisons, mais c'est pas pour tout de suite. Ok. Et du coup, David, t'es un peu un stade un peu similaire. Bon, t'es moins universel que Hubert, on va dire pour l'instant. Oui. Mais je veux dire, tu vis complètement. Très localisé, moi quand même. T'arrives à vivre de l'humour, ce qui était très largement. T'as une tournée. Tu veux mourir? Je reçois les droits d'auteur, je te dis. C'est vrai que tout ce que tu touches, tu te dis ah merde, lui il a pris 8 fois plus. Mais c'est normal. Mais c'est normal, évidemment. Il fait beaucoup plus de travail que moi. Mais donc tu vois, t'arrives à vivre de l'humour. T'as une tournée toute l'année qui vient là en France. Est-ce que t'as le temps de te projeter sur d'autres choses que t'aimerais faire? Ouais, t'es clairement. à fond sur la tournée. D'ailleurs, tu nous as accompagnés sur 2 épisodes. J'ai eu la chance de créer ma série sur Prime Video. Que j'ai regardé ce week-end. Oui, j'ai vu les 12 épisodes. Mon préféré, c'est le 10. Voilà. Je le dis. Voilà. Ça va, c'est pas parce que je t'ai payé que tu es mieux de dire ça. Mais écoute, j'étais très content. Et puis, oui, évidemment, j'ai toujours eu cette envie d'aller un peu plus loin, que ce soit... Alors, tu vois, avant, on disait le cinéma, mais aujourd'hui, c'est vrai que les plateformes prennent un énorme espace. Mais oui, j'écris des idées de films. J'ai toujours cette envie de faire ça, tu vois, d'écrire des films, des séries ou même d'y aller. Pour moi, vraiment, les vidéos sur Internet, parce que les gens, la plupart me connaissent grâce à ça, c'était toujours un tremplin, une vitrine pour aller ailleurs. Parce que je me considère pas du tout comme influenceur ni créateur de contenu, juste comme un gars qui adore l'humour et qui adore faire ce qu'il veut. Et je comprends au fur et à mesure que si je peux mener ma vie en faisant que ce que j'aime, c'est le principal, tu vois. De faire un boulot où j'ai pas l'impression de travailler, me déplacer en Uber pour aller en tournée. Non, mais tu vois, c'est ça le plus important. Ouais. T'as toujours su que tu voulais faire de l'humour ? Non, j'étais musicien avant.
Enfin, je dis avant, comme si j'avais 40 ans. Mais c'est très bien d'avoir 40 ans. Oui, non, c'est très bien, c'est génial, 40 ans. En vrai, je vais être désinscrit de beurre. Ils vont t'envoyer que les pires chauffeurs. Allez, hop. Que les chauffeurs stagiaires. Non, mais écoute, c'était d'abord musicien et ensuite... Quel instrument ou la batterie. Ou La batterie. Okay. Ouais, la batterie. Et j'ai toujours été passionné, tu sais, d'humour. Et donc, ouais, j'ai commencé à 15 ans. Et depuis, au fur et à mesure, tu sais, avant, je parlais des sujets dans mes parents, ou des trucs un peu que je connaissais, tu vois, d'ado de 15 ans. Et aujourd'hui, ça va, je suis très fier de ce qu'on je dis on, hein. Oui, on vrai, a écrit dans le spectacle vrai, de ce que je peux faire en tournée. Donc oui, ça va. Ça a toujours été une passion, mais de plus en plus. Et puis quand tu vois que tu peux vivre de ta passion, c'est quand même un accomplissement incroyable. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que dès que tu peux en vivre, il y a déjà une sorte d'apaisement en toi. Est-ce que les humoristes, quand vous voyez un autre humoriste publier un truc super cool, qui marche vraiment bien, vous êtes là, le bâtard. J'aurais aimé avoir l'idée, j'aurais aimé y penser. Ouais, quoi. bien sûr, mais tu sais, ça, il y a un truc aussi propre à chacun. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un réussir, soit tu as un problème d'ego et ça te fout en l'air et tu dis, ah bah voilà, de toute façon, c'est toujours les mêmes qui réussissent, etc. Soit ça te donne envie de te surpasser et d'aller plus loin. Et j'ai toujours eu cette envie-là. Tu vois, c'est bête, mais quand je disais que je voulais gagner de l'argent avec ça, c'est parce que je voyais des gens avoir une belle carrière, une belle tournée, vivre dans des maisons super aisées, etc., avoir une vie tranquille, et je voulais atteindre ça. Et je me suis dit, ok David, si tu peux faire ça en faisant ce que t'aimes, c'est incroyable. Donc ça m'a donné envie. Et aujourd'hui, si je vois un humoriste qui fait une vidéo incroyable, même qui fait une vidéo, ça peut arriver, qui ressemble fortement à la mienne, avec un même thème ou quoi, je me dis c'est pas grave. Parce que j'aurais plein d'autres idées à côté et ça me dérange pas. Après, il y en a qui n'ont pas cette même vision et qui ont le... Ça doit arriver souvent parce que tu touches des thèmes qui sont assez universels en vrai. Clairement, couple, etc. Bon. Clairement, j'incarne le rôle d'un personnage féminin. Il y en a plein qui, je sais, hein, qui jalousent. Est-ce qu'elle c'est la blonde, au cas où Laureline, je sais pas si tu oui, connaissais ce personnage. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce qu'elle a un nom, cette non, blonde? Se prénomme pas, elle se désire. Et se fait désirer. Non, elle a pas de prénom. Pourquoi? Parce que déjà qu'elle est blonde et que j'ai pas envie d'exclure. C'est bête, hein, mais les brunes, les rousses et les autres. Mais bon, il faut bien choisir une couleur de cheveux. Mais oui, voilà. Le blond me va mieux. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Et du coup, je me dis encore mettre un prénom, non, ça restreint encore plus, tu vois, les possibilités. Mais non, il n'y a pas de prénom. Est-ce qu'on la verra un jour sur un grand écran ou à la télé? Écoute, j'aimerais bien. Moi, j'ai grandi avec les spectacles d'Eli Kaku qui m'inspiraient terriblement. Et puis même Gad Elmaleh avec Chouchou. J'ai toujours été passionné, tu vois, plus récemment Ahmed Silla qui fait les rôles féminins. Donc je sais que je peux être très caricatural parfois sur certaines vidéos, la plupart du temps d'ailleurs. J'essaie de l'humaniser un peu plus dans le spectacle, comment elle est, comment je la décris. Mais j'ai beaucoup d'affection pour les femmes en général et pour même pour le personnage. Oui, voilà, exactement. Mais il devient de moins en moins caricatural, je trouve, au final. Oui, mais c'est toujours compliqué en fait sur les réseaux sociaux. Pour être impactant au niveau de... Pour aller vite et... Voilà, il faut être impactant. Si c'est un TikTok de 1 minute, il faut être drôle. Donc c'est punchline, on y va, on est marrant. Ouais. Dans le spectacle, tu peux développer peut-être un peu plus, quoi. Ouais, en gros, c'est le propre du marketing. Il faut avoir une image ou une punch ou une phrase ou un truc très impactant dès le début. Et c'est pas évident, et tu sais que t'en déplais à certains, mais que tu essaies d'en convaincre d'autres, tu vois. Donc c'est beau ce que je viens de dire, tu peux le noter dans la politique de... Je note et j'ajouterais que je trouve aussi que je vois bien en t'écoutant, en vous écoutant, tout le travail qu'il y a derrière, d'articulation, de trouver les bons thèmes, les bonnes punchlines, d'être sur les bons formats pour les bons réseaux, etc. Et en même temps, moi, avec mon avis très distancié de quelqu'un qui est juste spectatrice, je trouve qu'il y a une patte en fait, de l'humoriste. Il y a aussi une densité, une personnalité, une sensibilité, et ça tu peux avoir la punchline que tu veux, tu vois, tu sens derrière la gentillesse, la tendresse pour le personnage, l'amour du sujet, tu vois, que tu vas traiter ou pas, et tu as des pattes derrière ça, des gens qui peuvent être très agressifs avec un humour hyper cynique ou au contraire plein de tendresse, et ce qui va faire l'attachement du public aussi, je trouve, c'est ça, et ça c'est difficile à imiter. En fait, si on parlait, est-ce que tu es dégoûté quand tu vois qu'un thème sort et qu'il est proche de ce que tu aurais pu faire, etc. Bah ouais, et en même temps, tu as une patte
Exactement. Et c'est pas le même. Et c'est vrai que l'humour rentre beaucoup dans l'affect des gens. Mais c'est ça la question aussi que je voulais te poser pour garder le concept d'humour, même dans Uber. Je sais pas si tu vois, mais il y a maintenant sur les réseaux sociaux des CM de marques. Il y a Burger King qui est incroyable. Je sais pas si tu vois sur. C'était en Twitter, X, je sais plus comment on appelle ce truc-là. Et maintenant, qui est Thread. Je sais pas, un nouveau truc encore. Fred, je sais pas. Ouais, je sais pas comment on dit. Et il y a des CM qui sont incroyables, qui sont repris par tout le monde. Il y avait Burger King, tu sais, même qui ont mis des tweets avant sur les enseignes en construction. Je crois qu'il y a aussi McDo, il y a Free. Le mec de Free, il est très très bon. Est-ce que Uber a un CM et est-ce que vous, ça serait votre envie, je me place en même temps, d'avoir un CM qui, je sais pas si tu as vu, tu vois, ce genre de tweet qui répondent parfois aux interrogations des gens. Eh bien, depuis pas si longtemps que ça, effectivement, on a un community manager. Évidemment, on a toujours été attentif et suivi, mais pas toujours d'une manière pas avec une voix, on va dire, personnalisée, exactement. Ça, voilà, c'est exactement ça. Et je pense qu'on est vraiment en apprentissage et on n'est pas probablement qu'on a du chemin à faire là-dessus. Donc je note et l'idée et la proposition. je crois quand même que tu m'avais parlé d'une campagne Uber où il y avait pas mal d'humour quand même. Alors moi j'en ai une en tête, et donc tu me diras s'il y en a eu plus que ça, mais il y avait une campagne qui était assez drôle où c'était Uber avec des jeux de mots. Alors donc il y avait plein de déclinaisons. Je me souviens de une grande affiche. C'est un monsieur plutôt donc quinquagénaire, en costard, un peu en surpoids, qui est en train complètement qui rentre du travail ou d'un rendez-vous et qui est en train de dormir avec un peu de bave au fond de son Uber. Il y a écrit Uber au bois dormant. Et il y avait plein de déclinaisons comme ça. Et c'était assez drôle, quoi. Ouais, tout à fait. Mais il y a toujours eu, en fait, ça va un peu avec l'ADN de la marque. Enfin, ce qui est important pour une entreprise, c'est de toujours communiquer sur une tonalité qui te paraît proche de qui t'es, de ce que tu veux incarner, de ton service, etc. T'es Uber et je sais pas, t'es une marque de bijoux de luxe, évidemment. Ouais. Enfin, c'est idiot ce que je dis, mais donc tu vas toujours essayer de rester proche de ton ADN. Et clairement, Uber, c'est une marque qui est très grand public au sens, et même très dans la pop culture. Tu vois, t'as beaucoup de rappeurs qui reprennent ta Naps, qui reprend, qui est calé au Georges V avec. Est-ce que Laureline, tu connais Uber Bagarre? Tu as entendu parler de ça ou pas? Non. Donc la marque a été reprise, donc il y a des annonces sur le Bon Coin, et donc il y a un mec sur TikTok qui fait il fait un peu le client mystère des annonces Le Bon Coin un peu farfelu. Donc il y a un mec qui vend une Rolex, il dit c'est une vraie Rolex dessus, c'est tout. Bref, donc il appelle un peu ces annonces un peu bizarres. Et donc, il y a une annonce, c'est Uber Bagarre. Et donc, c'est Uber Bagarre, on peut trouver quelqu'un pour aller se bagarrer à notre place. Et donc, on le paye. Mais si la personne perd la bagarre, on le paye moins. Et donc, c'est à ce point-là. Il y avait une époque aussi où là, c'était un peu plus noble et flatteur, on va dire. Mais c'est que ubériser quelque chose, ça voulait dire complètement le renverser sur la tête, bien sûr. Complètement. Ça voulait dire faire ce qu'Uber a réussi à faire à son arrivée, complètement faire voler en éclats et créer un truc complètement nouveau. Enfin, ubériser, ça peut avoir plein de connotations, mais au démarrage, ça avait vraiment cette connotation hyper positive. Et oui, et je me souviens aussi de Michael Youn qui avait fait une reprise aussi, je sais plus comment il avait appelé son truc, mais Uber Poo ou un truc comme ça. C'était des toilettes itinérants. Enfin, moi, ça m'avait bien fait marrer. Il y a aussi récemment Karim Duval qui a fait un truc genre Uber Teach, la notion d'Uber dans l'éducation nationale. Franchement, ça m'avait fait vraiment rire, d'autant que dans mon entourage, j'ai aussi des profs. Donc, franchement, c'était très bien vu des deux côtés. Bref, et tout ça pour dire que oui, on fait des efforts et oui, l'ADN d'Uber est très dans la culture finalement, la pop culture, vraiment dans la culture de tous les jours. Et on le voit dans toutes les reprises, les rappeurs qui nous citent, là, ce qu'on vient de dire, des sketchs, etc. Donc, il pourrait vraiment y avoir une affinité avec l'humour, mais je crois que c'est nous qui n'avons pas encore complètement su comment. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas le faire sur une campagne, mais après, ça devient quoi? Comment tu personnalises cette voix dans le temps et comment tu te donnes, tu construis ta personnalité dans ta communication. Et pour l'instant, on le fait ici et là, mais pas d'une manière qui est filée dans le temps, j'ai envie de dire. Ok, on passe à la dernière question. Oui, à part si tu avais un dernier... je voulais savoir si vous aviez une anecdote justement avec un Uber. Peut-être toi, alors Lyd, peut-être que une fois tu es rentré dans un Uber sans dire que tu étais la patronne d'Uber. C'est ce que je vais dire. Ça, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une anecdote un peu marrante à nous raconter? Alors, je pense qu'elle rentre avec un petit questionnaire. Pas vraiment. En fait, il y a deux options. Soit
soit je rentre dans le Uber, j'engage la discussion avec le chauffeur, mais dans ce cas-là, je vais lui dire tout de suite. Parce que je veux vraiment éviter l'effet... Elle est trop honnête. Elle est trop Mais honnête. quel pile, il Mais sait non, plus. mais attendez. Il cale. Oh là là, pardon. Réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes déjà monté dans un Uber, vous engagez la discussion, au bout d'un moment, très souvent, très souvent, il va vous dire, et vous faites quoi dans la vie? Oui, Et donc à ce c'est moment-là, vrai. je ne veux pas lui dire, écoute, je suis la general manager d'Uber, je préfère qu'il le sache, parce que s'il commence à se livrer en disant, non, mais Uber, je suis pas super content, Ouais. et qu'après, je lui dis ça, Ouais, il j'ai va pas être envie gêné, bien j'ai sûr. pas envie de le C'est gêner. génial. J'ai pas envie de le gêner. Donc si la discussion s'engage de manière super soft, je vais dire, je suis intéressée parce que moi aussi, je travaille chez Uber. Ah bon, vous faites quoi? Et là, je le dis. Et puis, et alors, très souvent, il y a une ou deux fois où il y a un moment de saisissement, il y a un ange qui passe dans la voiture, mais le plus souvent, c'est alors ça tombe bien parce que t'es là. C'est ça. Et là, Allez, j'ai la c'est liste, mignon, et alors ouais. moi, je prends mes notes et souvent, je prends le contact du chauffeur pour le recontacter après pour régler les éventuels problèmes s'il en a. Mais voilà, donc c'est soit ça, ou soit il se trouve, ça m'arrive aussi de le prendre pas du tout à titre professionnel, mais de rentrer de soirée, d'être crevé, d'avoir juste envie de dormir. Moi, c'est une des raisons aussi au-delà de la sécurité Oui. pour laquelle je prends en rentrant de soirée, c'est que je dors. Oui, on dort bien dans les Uber. Alors, On dort c'est très vrai, bien. on oui. dort super bien. Et une fois, je rentre, j'étais éclatée, mais vraiment fatiguée. Et à titre perso, donc voilà, fin de soirée, milieu de la nuit et tout. Et là, le chauffeur mais je vous reconnais. Ah oui. Mais vous êtes la patronne, vous êtes la general manager de Uber. Oui. Ah alors attendez, parce que du coup, et du coup, moi, t'as pas gentiment, dormi. j'ai écouté. Non, du coup, j'ai pas dormi. Et puis c'est normal. Enfin, là, je reprends ma casquette pro, quoi. C'est normal. Bien sûr. Mais voilà, ce serait ma petite anecdote. Et toi, David, t'as une anecdote dont J'ai- tu te souviens, qui t'a marqué? Écoute, là précisément non, mais c'est vrai que ce qui est beau et ce qui est humain en vrai, c'est que les gens se livrent. Se livrent, et c'est surtout les chauffeurs directement qui se livrent, et c'est bête, mais tu vois, quand tu rentres et il dit il fait froid, même non, cette phrase banale, Oui, c'est tu vrai. sais qu'il veut parler, Oui. tu vois. Il fait pas chaud, hein. Alors non, mais Il fait pas chaud. Hein. et bon, alors ça dépend du moment. Mais et la plupart du temps, en fait, quand tu leur parles, tu sens qu'ils ont envie de parler et ça leur fait du bien. Et c'est là que tu dis, ok, c'est quand même un truc humain ce qu'on est en train de faire. Et tu vois, toi, t'appuies juste sur un bouton. T'as un truc d'étoile où tu vois 4,97, tu dis bon attends, ça a l'air d'être quelqu'un de bien alors que c'est vraiment 97, tu ne sais pas du tout ce que c'est. Moi d'ailleurs il y a pas longtemps je savais qu'aussi les clients ont des notes. Oui. J'ai une note de merde, je ne sais pas pourquoi. Moi, je peux te dire. Ah ouais? Ouais, je peux te dire. Ah dis-moi. J'ai pas regardé ton compte à toi personnellement, Attends, je ne fais pas ça, mais je peux te dire Et ils notent généralement. les... Oui, ils notent, donc vous pouvez tous, si vous voulez, je vous montrerai dans l'application. Ouais. Mais en gros, les choses qui vont principalement agacer les chauffeurs, c'est si on les fait attendre. Ah, Donc tu d'accord. commandes ton Uber, t'es pas encore tout à fait là. En fait, pour eux, c'est du temps perdu d'une certaine manière. Et donc, s'ils attendent, ils vont tendance à mettre un peu moins d'étoiles. Ça, c'est un des facteurs. C'est pas crier très très fort dans la voiture à 5, Alors, moi aussi, ça les dérange hurler pas. dans la voiture. Bon, il y a des choses, il vaut mieux Oui, éviter. voilà. Tu vois, mais... Non, mais sinon, mais après, Demander c'est ce à que tu sortir disais, pour vomir, c'est bon. vraiment super. Oui, oui, il vaut mieux le faire que dans la voiture, c'est Voilà. sûr. Non, mais c'est ce que tu disais, c'est très humain. Ils vont être vachement sensibles à ce qu'ils perçoivent comme des marques de politesse, de gentillesse. Est-ce que la personne, quand elle entre, elle dit bonjour, etc. Oui. Ça, c'est des choses qui sont importantes, comme elles le sont pour nous. Et finalement, le chauffeur, il le dit souvent. Et d'ailleurs, on avait fait, justement, on parlait tout à l'heure, on ne peut pas empêcher l'effet de société. Il y a 35 000 chauffeurs, etc. Mais une chose qu'on avait faite, c'était une vidéo qui a obligatoirement été vue par tous les chauffeurs en France, dans lesquels on les sensibilisait exactement à ce que tu disais tout à l'heure. Mais en fait, quand vous dites ça, ça peut vous paraître drôle, mais en fait, pour la personne, et notamment si c'est une jeune femme, elle peut non seulement ne pas trouver ça drôle, mais en fait, même, ça peut être un délit. C'est-à-dire que... Voilà. Et donc, on ne le sait pas, mais des propos sexistes, c'est juste illégal en réalité, par exemple. Donc on les sensibilisait là-dessus et on les invitait à dire, et ils le savent très bien en réalité, c'est plus nous qui nous sommes appuyés sur leur retour d'expérience. Ils sont assez fins psychologues en général, c'est-à-dire que vous rentrez dans la voiture, ils vont vous dire bonjour, ils vont engager avec une phrase anodine du genre « il fait froid ». Bah oui, il fait -2. On reboucle avec le début du... et pour eux, c'est une manière de sentir si vous êtes ouvert à la discussion ou pas. Et si oui, ils vont rentrer dedans. Et sinon, ils savent qu'ils vous laissent tranquille. Mais donc, clairement, ça, ils ont cette finesse-là, souvent, de savoir et d'avoir à chacun leur truc pour tester l'ouverture de la personne ou l'envie, tout simplement. Bien sûr. On parle à ça à la dernière question ?
Allez, allons-y. donc David et Laureline, donc vous connaissez, j'ai l'impression d'être un magicien à chaque fois que je dis ça. Vous ne connaissez pas, vous venez de vous rencontrer, mais on va vous demander de vous juger un peu l'un l'autre après cette heure de discussion. Laureline, tu vois, si David il n'avait pas été humoriste, si ça avait été un salarié de Uber, tu l'aurais imaginé dans quelle équipe, dans quel métier? J'ai pas le permis. Hein. Ouais. Je t'aurais pas mis à discuter avec les chauffeurs. Ne mets pas Uber Van. Allez, si, c'est plié. Alors, à quelle fonction? Écoute, j'aurais réfléchi à... Je sens dans les échanges et dans la manière dont tu t'es exprimé à plusieurs reprises en parlant de tes personnages, où finalement, on te demande une anecdote sur Uber. La première chose que tu soulignes, c'est la dimension humaine de ce qui se passe dans l'entreprise. J'ai senti au travers de cet échange une grande sensibilité à cet endroit-là. Et donc, ça aurait pu autant être... nous, dans nos équipes, une des équipes qu'on a, qui est d'ailleurs une équipe, comme toutes en fait, mais importante aussi pour moi, c'est l'équipe qui s'occupe des relations avec les chauffeurs et d'organiser des événements, d'aller les écouter parfois, etc. Et je t'aurais hyper bien vu là-dedans. Et c'est une équipe dans laquelle non seulement tu dois avoir une sacrée capacité d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité et de la résilience aussi, parce que parfois, quand les chauffeurs, c'est pas tous les jours qu'ils ont l'occasion de parler à quelqu'un du siège d'Uber. Donc parfois, ils en profitent justement pour se lâcher et partager tout ce qu'ils ont légitimement à nous partager. Donc il faut être capable d'encaisser aussi, il faut avoir une forme de distance émotionnelle et puis après, il faut avoir beaucoup d'empathie et d'envie de créer ce lien humain. Voilà, je t'aurais assez senti dans quelque chose comme ça. C'est mignon. Je serais mis dans la thune, tu vois, direct. C'est très critique comme réponse. Je serais mis Paul comptable, moi. Mais non, mais c'est vrai. Je t'aurais proposé un salaire aussi. J'ai entendu que tu avais gagné de l'argent. Je t'aurais proposé un salaire. Tu peux mettre des crédits Uber, moi ça va. Des crédits Uber. Ça, vous avez des crédits Uber. Les salariés Uber ont tous des crédits Uber. Tous les salariés Uber ont le même montant, quel que soit. C'est pas lié à la position dans la boîte. Tout le monde a la même chose. C'est transport et livraison. Exactement. Enfin, livraison de repas. Livraison de repas ou tout à fait. Wow, c'est fort. Et du coup, David, la même chose pour Laureline. Si elle avait été du coup humoriste ou comédienne, qu'est-ce qu'elle aurait été comme personnage, comme type d'humoriste? Tu vois, tu l'aurais vu dans... Ah, tu vois, moi j'aurais dit plus en tant qu'agent. Je t'aurais mis en tant qu'agent. Elle a une vibe d'agent. Je t'aurais mis en tant qu'agent, mais c'est vrai que le fait de nous avoir dit dès le début que tu avais quitté 3 sociétés qui ont quand même des énormes sociétés où clairement tu pouvais faire ta vie là-bas. Et je pense que financièrement, t'aurais une stabilité tout au long de ta vie. Ça veut dire que tu as besoin d'autres choses et de liberté. Et je pense que tu suis pas un avis populaire, entre guillemets. Tu vois, justement, tu vas contre parce que tout le monde te dit mais t'es malade de partir et tu pars. Et je pense que si tu pars de Uber maintenant, ils vont dire exactement la même chose. Et je pense que c'est pas le contexte qui fait que tu as envie de tout donner, c'est ce que tu ressens toi au fond de toi. C'est beau ce que je viens de dire. Attends, je suis psychologue. C'est magnifique. Non, mais... C'est très beau. On a 2 masterclass là quand même. Ceci dit, c'est marrant parce que ça me touche parce que c'est assez juste. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un espèce de petit moteur en moi qui me disait peu importe ce qu'on en pense et peu importe ce que ça donne, ça marchera pas, mais c'est là que j'ai envie d'aller. Il faut avoir confiance en soi quand même pour se dire ça, parce que la plupart ils se disent je vais rester là parce que c'est quand même, tu vois, ils voient tout de suite l'entité. Tu vois, t'étais chez Google. Moi, je t'avoue qu'il y a plus d'un qui se dirait ouais, j'ai peur de partir. En même temps, je suis chez Google, c'est la chance de ma vie. Tu vois, faut avoir confiance en soi, de se dire c'est pas grave, c'est une entreprise comme une autre. Exactement. Et je vais aller ailleurs. C'est fort. C'est un peu toi qui sais pas si tu veux être en couple ou célibataire. Je pense que tu as raison de me prendre plutôt en tant qu'agent qu'humoriste. Par ailleurs. Magnifique. On prépare les contrats. Voilà. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous sur le podcast d'Ovation. On rappelle l'actualité de David. Tu es en tournée dans toute la France à partir de la première date c'est Nantes, je crois. Dans 2 jours à Nantes. Là, je sais. On va dire les dates parce qu'on ne sait pas quand le podcast va être diffusé. Mais oui, de toute façon, à partir de janvier 2024 jusqu'à là, on a des dates jusqu'en juin 2025. Donc il y a toutes les dates sur le site internet, sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver ça. Et à Paris, au Casino de Paris. Ouais, en octobre 2024. J'ai plus les dates exactes, mais c'est en octobre. Voilà. Merci. Laureline, toi, tu es sur la plateforme. Moi, je suis tous les jours fidèle au poste. Je retourne au bureau tout à l'heure. Sur les dates, il n'y a pas de problème. Je suis là, fidèle au poste. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur le podcast d'Ovation. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.